Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, du pétrole plus qu'il n'en faut. Faut-il s'attendre à un nouvel épisode de recul des cours de l'or noir? Le marché est toujours déprimé par la surabondance de l'offre et la semaine dernière, c'est l'OPEP qui en a rajouté une couche en maintenant son niveau de production. USA, Russie, Arabie ou même Iran, les intérêts, les forces en présence, on les décrypte dans quelques minutes. À suivre également une découverte, celle d'un concept, l'autopartage, une voiture en libre service en bas de chez vous, contre paiement d'un forfait au kilomètre ou à la minute. Et vous le verrez, l'Allemagne, terre d'automobile, en est devenue la championne. Et puis auparavant, côté marché financier, Eric Lewin nous parlera de la Fed et de la Grèce, ce sera dans un instant. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Tour du monde avant d'y revenir de ce qui fait l'actu économique. Et cette fois-ci, on y est. Jour J pour la Grèce et l'Eurogroupe. Les ministres des Finances de la zone euro ainsi que le FMI se retrouvent à Luxembourg pour tenter de trouver une issue au dossier de la dette grecque. Un compromis permettrait à Athènes de respirer financièrement, en contrepartie bien sûr de promesses de réformes satisfaisantes pour les Européens. Alors pessimisme côté grec, un accord est encore possible d'après Angela Merkel qui a réaffirmé ce matin au Bundestag que l'Allemagne fait tout pour maintenir la Grèce dans l'euro. On l'écoute, suivi du patron des finances grecques. Je reste persuadé que quand on veut, on peut. Et si les responsables grecs ont cette volonté, un accord est possible entre la Grèce et les trois institutions. Je n'y crois pas vraiment. Les réunions de l'Eurogroupe ne laissent pas de place aux discussions fraîches, non préparées à l'avance. À mon avis, l'accord doit être trouvé au niveau des leaders politiques, des chefs d'État. Incertitude autour des discussions et c'est justement pour exiger la fin des sacrifices de leur pays que 7000 personnes, vous le voyez, se sont rassemblées hier soir dans le centre d'Athènes. Des manifestants venus aussi exprimer leur soutien au gouvernement de Tsipras. Nous ne pouvons plus collaborer avec ceux qui nous imposent des prêts que nous ne pouvons pas nous permettre. Ma génération et celle d'après devons payer pour quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Et sachez qu'Alexis Tsipras, Premier ministre grec, était attendu en Russie ce jeudi pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Rencontre prévue avec Vladimir Poutine et on s'attend à un contrat gazier majeur entre Athènes et Moscou. Affaire à suivre. On reparle d'Angela Merkel. Elle a profité de son discours ce matin devant le Parlement à Berlin pour militer en faveur de davantage d'intégration, de coopération au sein de la zone euro, sans pour autant modifier les traités actuels. Pour elle, l'Eurogroupe doit être renforcé pour mieux coordonner les politiques économiques. Elle a soutenu également, une fois de plus, le projet de libre-échange entre Bruxelles et Washington. L'Allemagne et la France vont proposer une intégration plus poussée de la zone euro. Nous espérons aussi un élan économique majeur avec l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Notre objectif est de parvenir à un cadre politique pour un accord d'ici fin 2015. Allez, le reste de l'actu. Et en France, François Hollande a défendu hier la réforme du prélèvement à la source de l'impôt. L'objectif est de simplifier la vie sans compliquer celle des entreprises. C'est ce qu'il a dit à l'occasion du salon Planète PME. Simplifier les obligations comptables, et notamment pour les PME. Simplifier les déclarations fiscales. Harmoniser les déclarations sociales pour qu'il y en ait moins. Chaque fois, je demande qu'on aille encore plus vite par rapport à cette simplification. Et puis un détour par le Yémen où les habitants s'attendent à un mois du Ramadan difficile. L'instabilité et les violences mettent l'économie à rude épreuve. Pénurie de carburant, coupure de courant et forte hausse des produits alimentaires de base. Je ne sais pas comment les Yéménites vont accueillir le Ramadan, avec une absence totale ou partielle de carburant, gaz, diesel ou essence, et avec une crise alimentaire insoutenable. Et l'actu des marchés financiers, on y vient. Alors hier, tous les regards évidemment se sont tournés vers Washington. En sait-on un peu plus sur le calendrier de la Fed concernant la hausse des taux US? Janet Yellen a parlé. Que faut-il retenir de son discours? On écoute d'abord un extrait. Je veux le souligner. Il ne faut pas exagérer l'importance de la première hausse. La politique monétaire restera sans doute très accommodante pendant un bon moment, après la première hausse des taux fédéraux, pour continuer à progresser vers nos objectifs d'emploi maximal et d'inflation à 2%. Et en tout cas, verdict en attente pour les taux. Bonjour Eric Lewin, que retenez-vous des annonces de la Fed ? Oui, David, la réunion de la Fed était extrêmement attendue. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Bien sûr, pas de décision sur les taux d'intérêt. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais la Réserve fédérale américaine a quand même baissé ses prévisions de croissance pour 2015.
passant d'une fourchette de 2,3 à 2,7% à une fourchette de 1,8% à 2%. C'est donc que la croissance ralentit. Et donc si la croissance ralentit, il n'y aura pas de hausse des taux pour l'instant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors le marché à New York hier est resté quasiment stable, tout simplement parce qu'il y a encore de fortes inquiétudes sur la Grèce. L'événement le plus important, c'est quand même que l'euro, grâce à cette décision sur les taux, est vigoureusement reparti de l'avant, allant tangenter les 1,14, 1,1380, la devise européenne qui profite bien sûr de ce ralentissement de la croissance américaine. Ouais, l'euro qui résiste bien. Alors vous l'avez dit Eric, les marchés observent la Grèce. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que concrètement, l'économie grecque souffre aussi de l'impasse des discussions. Il y a bien sûr un grand perdant dans cette tragédie grecque, c'est bien sûr la croissance économique du pays qui a été revue à la baisse. Il y a 3 mois, on prévoyait 2,5% de croissance en Grèce. On aura simplement cette année 1,5% de croissance. Tout cela, bien entendu, entraîne un taux de chômage énorme. On est au-dessus des 25% de chômeurs, même si on sait que les Grecs travaillent pour certains au noir. Et puis la dette publique qui n'en finit pas d'augmenter. On est à 175% du PIB. Bref, l'économie grecque est dans une situation catastrophique. Alors peut-être qu'on n'aura pas un accord à l'Eurogroupe d'aujourd'hui. Peut-être que ce sera au sommet européen de fin juin ou encore un sommet extraordinaire qui sera avant la fin du mois de juin. Mais il faut absolument trouver une solution parce que là, c'est toute l'économie grecque qui est asphyxiée. Ouais, on suivra cela de près. Merci Eric Lewin. C'était il y a tout juste un an, le 19 juin 2014, le baril de Brent atteignait un sommet à 115 $. Et depuis, on connaît l'histoire. En l'espace de 7 mois, les cours se sont littéralement effondrés à 46 $ en janvier, pour ensuite se stabiliser autour de 60. Alors peut-on expliquer cette chute brutale simplement par la confrontation entre offre et demande? Y a-t-il aussi des risques d'une nouvelle rechute des tarifs, comme on peut l'entrevoir ces derniers jours? On regarde d'abord cet état des lieux de Johanna Citruc. Il y a un an, son prix flirtait avec les 100 $. Aujourd'hui, c'est presque 2 fois moins. Il faut compter environ 60 $ par baril de pétrole. La brutale chute des cours l'an dernier a laissé des traces. Et l'offre reste bien plus élevée que la demande. Selon les spécialistes, le surplus d'or noir pourrait même atteindre 2 millions de barils par jour d'ici décembre. Pourtant, lors de sa dernière réunion début juin, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a opté pour le statu quo. Le maintien de son plafond de production pour les prochains mois. Nous nous sommes entendus sur notre plafond de 30 millions de barils par jour et tous les ministres se sont engagés pour appliquer ces 30 millions. Le marché n'atteindra plus les 100 $ par baril, le prix juste est celui que nous avons en ce moment. Résultat, en 2014, la valeur des exportations de pétrole des membres de l'OPEP est passée sous le seuil des 1 000 milliards de dollars. C'est la première fois depuis 2010. Et pour ne pas plonger, certains pays cherchent à diversifier leur économie. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, premier producteur de l'organisation. Lundi, le Royaume a ouvert sa bourse aux investisseurs étrangers. Objectif, devenir une place forte mondiale de la finance. Le flux de liquidités nouvelles dans le marché saoudien va apporter des investissements étrangers nouveaux et diversifiés dans le Royaume. Les gros investissements étaient déjà disponibles, mais nous attendons un flux d'investissement moyen dans le marché saoudien pour avoir plus de nouveautés et de diversification des investissements dans le Royaume. D'autant plus qu'au niveau mondial, la chute des cours commence à peser lourdement sur l'investissement pétrolier. Car pour ne pas sombrer, de nombreuses multinationales du secteur ont reporté ou même annulé leurs projets. Des projets pour un montant estimé à 200 milliards de dollars. En tout cas, rien n'y fait, ni la baisse du dollar, ni le bon niveau de la demande ne semble pouvoir tirer les tarifs vers le haut. On va retrouver depuis Paris Thibaut de la Baronnière, analyste économique. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Alors les cours semblent repartir à la baisse ces derniers jours globalement. On est vraiment sur des prix justes, comme le disait l'OPEP tout à l'heure? Tout est question de point de vue, évidemment. L'OPEP préférerait maintenir ce prix, voire avoir un prix plus élevé. De l'autre côté, les pays non producteurs, et notamment l'Occident en mal de croissance, seraient ravis d'avoir un niveau de baril encore plus faible comme on l'a connu il y a peu. Avec les USA redevenus premier producteur mondial. Globalement, Thibaut, on a quand même du mal à croire qu'une chute des cours aussi brutale que celle de l'an dernier s'explique uniquement par l'offre et la demande. Quel est votre avis sur la question? Là encore...
Ça dépend ce qu'on entend par offre et demande, puisque de toute façon, c'est un marché ouvert, le marché du pétrole. Et même s'il y a une très très forte spéculation, c'est un des principaux marchés spéculatifs après le marché des changes. C'est encore le fruit de l'offre et de la demande, et il est très très compliqué de prévoir sur la durée la vraie évolution du prix du baril. De la même façon que peu d'observateurs avaient compris comment on était arrivé à $100 et même $150 il y a quelques années, peu d'observateurs ont encore une fois compris et prédit qu'on allait retomber à 50 et $60 en ce moment. C'est un marché très fluctuant et surtout très très spéculatif. Alors justement, autant d'acteurs que d'intérêts sur ce marché de l'or noir, USA avec le schiste, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'OPEP. Ça arrange qui finalement le maintien d'un baril relativement faible en ce moment? En fait, il y a un vrai jeu d'équilibre entre les anciens pays producteurs qui avant avaient un énorme pouvoir et les nouveaux pays producteurs tels que les États-Unis qui sont en train de monter en puissance et qui fragilisent avec leur dollar faible et leur grosse production et leur baisse de leurs propres importations l'ensemble des pays producteurs naturels type Moyen-Orient, Russie et Amérique latine. Et il y a un jeu d'équilibre et un balancier mondial qui est en train de changer avec une guerre des prix alors qu'avant on jouait sur une guerre des volumes. Ouais. Alors dernière question Thibault, on sait que l'Iran veut revenir en force sur le marché du pétrole pour servir forcément ses ambitions régionales. Un accord avec Téhéran sur le nucléaire, ça provoquerait une rechute des tarifs d'après vous? Très certainement, puisque en ce moment il y a déjà 2,5 millions de barils produits par jour qui ne trouvent pas preneur sur 80 millions consommés dans le monde par jour, et l'arrivée de l'Iran qui en mettrait encore 2 à 2,5 millions sur le marché mondial perturberait énormément le marché de l'offre et de la demande. Merci Thibault de la Baronnière pour ces explications. Merci David. Allez, on s'intéresse au phénomène de l'autopartage. L'idée est née en Suisse dans les années 70, une voiture en libre service en échange du paiement d'un forfait à la minute ou au kilomètre. Les métropoles sont séduites, les constructeurs aussi, et en Allemagne, on compte déjà plus d'1 million d'utilisateurs et le potentiel de ce marché est encore loin d'être totalement exploité. Reportage à Berlin, regardez. 10 h du matin, Baptiste se rend au travail dans le centre de Berlin dans une voiture qui n'est pas la sienne. Cet expatrié français installé ici depuis 10 ans est abonné à une compagnie d'autopartage, une offre de location de voitures en stationnement libre. Il l'a réservé quelques minutes avant de partir à l'aide d'une application mobile, une alternative qui lui convient très bien. En fait, c'est le côté pratique, le fait de pouvoir avoir une voiture facilement si j'ai du shopping à faire ou si on doit se déplacer à plusieurs, c'est plus économique que de prendre un taxi en général. Puis on en trouve assez facilement avec l'app, c'est facile de trouver une voiture à quelques minutes de là où on se trouve. À Berlin, l'autopartage est en plein boom, avec plus de 210 000 inscrits contre 140 000 à Londres ou 25 000 à Paris. 10 compagnies se partagent le marché et parmi elles, DriveNow. Lancée en 2011, elle mise clairement sur Berlin avec une flotte de 1000 véhicules. Ici, DriveNow fonctionne particulièrement bien. Les gens l'utilisent souvent parce que la circulation est bien adaptée et parce que les gens ne possèdent pas beaucoup de voitures. Une opportunité que ces 3 jeunes entrepreneurs ont déjà saisie. Ils ont adapté l'autopartage aux scooters et viennent de lancer leur start-up. Le scooter n'a que des avantages dans le trafic. On va plus vite, on trouve plus de parking et c'est moins cher. Cet engouement ne se limite pas qu'à Berlin. À l'image de sa capitale, c'est toute l'Allemagne qui se tourne vers l'autopartage avec plus d'1 million d'utilisateurs, soit autant qu'aux États-Unis. 6,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ce marché de l'autopartage d'ici 5 ans d'après les estimations. On passe tout de suite au Media Watch. Et encore des voitures pour la revue de presse, on parle d'un autre concept en vogue, Uber. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors en Californie, les chauffeurs de la société seront désormais considérés comme des employés. Oui, la décision a été rendue publique seulement mercredi. En mars dernier, la Commission du travail de Californie a ordonné à Uber de rembourser les frais d'un de ses chauffeurs, ce qui signifie en fait que dans cet état, les personnes qui travaillent pour la société de VTC sont considérées comme ses salariés. Et donc, c'est tout un modèle économique qui risque de s'effondrer, en tout cas si cette vision se généralise, parce que justement tout le principe d'Uber en fait c'est de mettre en relation les chauffeurs avec les clients, autrement dit de mettre en relation l'offre avec la demande, mais les conducteurs ne sont absolument pas des employés, ce sont des sous-traitants, ce qui permet donc à l'entreprise d'économiser énormément d'argent puisqu'elle prélève entre 20 et 30% de leurs revenus sans toutefois leur accorder d'avantages sociaux. D'ailleurs Uber est très conscient de sa
de la super rentabilité de son modèle puisqu'il a décidé de faire appel de cette décision judiciaire. En tout cas, Uber qui fait beaucoup parler de lui dans le monde entier. Johanna, toujours aux États-Unis, on parle de Goldman Sachs cette fois, qui ordonne à ses stagiaires de ne plus travailler, attention, après minuit. Oui, la consigne a été confirmée par un porte-parole de la banque d'investissement, la banque d'affaires, pardon. Aucun des près de 3000 stagiaires que compte actuellement Goldman Sachs ne devra travailler entre minuit et 7 h du matin. Si pour certains ça paraît assez logique, dans le milieu de la finance, ça l'est pas toujours. Les journées font souvent beaucoup plus de 12 heures. D'ailleurs, en 2013, je vous rappelle qu'un stagiaire allemand de Bank of America est décédé après avoir travaillé 72 heures sans dormir, sans se reposer. Alors beaucoup moins grave, mais tout aussi révélateur. Il n'est pas rare de voir des jeunes banquiers apporter leurs oreillers ou même leur tapis de yoga pour pouvoir faire une petite sieste sur leur lieu de travail pour pouvoir récupérer leur manque de sommeil. Les siestes sous le bureau, ça va quand même assez loin. Merci beaucoup Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient très vite sur i24 News et la suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.